Au coin du feu numéro 5, zone 51. Salut à tous qui aimez vous faire peur. Bienvenue sur Faisons-nous peur au coin du feu. Direction le désert du Nevada. Un rectangle de terrain d'environ 155 km², entouré de barbelés, de caméras et de panneaux qui autorisent l'usage de la force létale. Vous l'avez reconnu, c'est la zone 51. C'est un sujet un peu différent de d'habitude, parce qu'ici on ne parle pas de fantômes, mais d'extraterrestres et de secrets d'État. Mais la mécanique est exactement la même que dans mes autres épisodes. Un lieu réel, une part de vérité historique solide, et une légende qui s'est construite par-dessus, portée par un homme en particulier. Je vous propose de démêler ça ensemble, point par point. Ce qu'on sait officiellement. La première chose à comprendre, la zone 51 est un vrai lieu, avec une vraie base militaire. Et son existence n'a été confirmée officiellement par le gouvernement américain qu'en août 2013. Cette année-là, à la suite d'une demande d'accès à l'information déposée en 2005, la CIA déclassifie un document de plusieurs centaines de pages qui retrace toute l'histoire du site. C'est là la toute première fois qu'un document officiel utilise noir sur blanc le nom Zone 51, en le rattachant à Groom Lake, dans le comté de Lincoln, à environ 160 km au nord-ouest de Las Vegas. Et cette histoire officielle, elle est déjà passionnante en soi. Tout commence en 1955. La CIA cherche un terrain isolé pour tester en toute discrétion un nouvel avion espion, le Lockheed U-2. L'ingénieur en chef de Lockheed, Kelly Johnson, envoie une équipe récupérer des sites et le choix se porte sur un lac salé asséché, Groom Lake, à l'intérieur du très vaste territoire militaire de Nellis. La base démarre modestement. Une piste de 1500 mètres, 3 hangars, quelques bâtiments. Le personnel la surnomme avec ironie Paradise Ranch ou Dreamland, vu le confort plus que sommaire des lieux. Dans les années qui suivent, le site prend de l'ampleur avec le développement du successeur du U-2, le projet Oxcart, un avion de reconnaissance capable de voler à Mach 3, qui donnera naissance au fameux SR-71 Blackbird. La base s'agrandit, la piste s'allonge, le personnel dépasse le millier de personnes. En 1978, la gestion du site passe de la CIA à l'US Air Force, qui continue d'y développer des technologies furtives, notamment le F-117 Nighthawk, cet avion aux formes anguleuses qui deviendra opérationnel en 1983. Voilà pour les faits solides. Une base d'essai pour des avions de reconnaissance et des technologies militaires de pointe, maintenues secrètes pendant des décennies pour des raisons stratégiques évidentes en pleine guerre froide. Alors, comment un avion espion a créé des milliers de témoins d'OVNI? Et c'est là qu'on touche à un point que je trouve vraiment fascinant. Parce qu'il explique une bonne partie du mystère sans avoir besoin de convoquer le moindre extraterrestre. Les documents déclassifiés de la CIA incluent une étude interne sur son propre rôle dans le phénomène OVNI aux États-Unis. Et cette étude admet quelque chose d'assez énorme. Plus de la moitié des signalements d'OVNI recensés entre la fin des années 1950 et les années 1960 s'expliquent directement par des vols d'essai du U-2 et d'autres avions de reconnaissance à haute altitude. L'explication est presque bête, mais elle est imparable. En 1957, un pilote de ligne commerciale vole à environ 6000 mètres d'altitude. Le U-2, lui, croise à plus de 21 000 mètres. Personne, à l'époque, n'a de point de comparaison pour un appareil volant aussi haut. Vu d'en bas, ou depuis un autre avion, la carlingue argentée du U-2 accroche la lumière du soleil d'une façon totalement inhabituelle, en particulier au lever ou au coucher du soleil. Résultat, des milliers de témoins de bonne foi, dont des pilotes professionnels, rapportent des objets volants non identifiés.
parce qu'ils voient littéralement un objet qu'ils ne peuvent pas identifier. Sauf que l'objet, ce n'est pas une soucoupe. C'est un avion espion américain ultra secret qu'on ne pouvait justement pas leur révéler à l'époque. C'est un exemple presque parfait de ce qu'on appelle un vrai secret d'État qui produit par ricochet un vrai mystère populaire. Le gouvernement ne pouvait pas dire « Ne vous inquiétez pas, c'est notre avion espion ». Donc, le silence a laissé la place à toutes les interprétations possibles. 1989, l'homme qui a rendu la zone 51 mondialement célèbre. Pendant plus de 30 ans, la base ne suscite que des rumeurs locales, quelques lumières étranges rapportées par des habitants du coin. Et puis, en 1989, tout bascule avec un seul homme, Bob Lazar. Lazar donne une série d'interviews à une chaîne de télévision locale de Las Vegas, d'abord filmée dans l'ombre, silhouette anonyme. Il affirme avoir travaillé entre 1988 et 1989 comme physicien dans une installation appelée S4 à proximité immédiate de la zone 51. Selon lui, on y étudierait 9 vaisseaux d'origine extraterrestre, dans le cadre d'un programme de rétro-ingénierie. Il raconte être monté à bord de l'un de ces engins, avoir eu la sensation que l'habitacle n'était pas conçu pour une morphologie humaine, et il évoque même un carburant exotique, un élément chimique qui s'appelle l'élément 115. C'est cette histoire, précisément, qui va faire entrer la zone 51 dans la culture populaire mondiale. Et c'est là aussi que les choses devraient nous inciter à la prudence, parce que le témoignage de Bob Lazar n'a jamais résisté à la vérification factuelle sur un point central, ses diplômes. Lazar affirme avoir un diplôme de physique nucléaire du MIT et un diplôme d'électronique de Caltech, deux des universités les plus prestigieuses des États-Unis. Vous en avez entendu si vous avez regardé The Big Bang Theory. Le souci, c'est qu'une enquête du Los Angeles Times, dès 1993, ne trouve absolument aucune trace de son passage à Caltech. De son côté, l'ufologue Stanton Friedman, qui pourtant prenait très au sérieux le témoignage de Lazar, a lui-même mené l'enquête et n'a trouvé aucun dossier à son nom au MIT. Ce que confirment aussi des recherches plus récentes. Ni les archives d'anciens élèves, ni un seul professeur, ni un seul camarade de promotion capable de corroborer son passage dans l'un ou l'autre établissement. Quand on lui a demandé de citer un professeur, Lazar a donné 2 noms. Aucun des 2 n'a jamais enseigné à MIT ou à Caltech. L'un était en réalité professeur dans un petit collège communautaire de Los Angeles. L'autre enseignait la technologie dans un lycée d'État de New York. Ce qu'on sait avec certitude, en revanche, c'est qu'il a bien vécu et travaillé à Los Alamos, au Nouveau-Mexique, au début des années 1980. Mais comme technicien en électronique pour une entreprise sous-traitante, pas comme physicien senior du laboratoire national. Face à ça, l'explication de Lazar est toujours la même depuis 35 ans. Le gouvernement aurait effacé toute trace de son parcours pour le discréditer. Sauf que, comme le rappelle le service juridique du MIT lui-même, il est concrètement impossible de faire disparaître l'intégralité des documents concernant un diplômé, entre les registres internes, les archives d'anciens élèves, les copies personnelles de diplômes. Et il faut noter que Bob Lazar n'a, à ce jour, jamais produit le moindre document, transcript ou diplôme pour appuyer ses dires. C'est ce qui rend l'histoire plus compliquée qu'un simple mensonge. Je veux être honnête avec vous, parce que ce serait trop simple de s'arrêter là. Il y a 2 choses qui compliquent un peu le tableau, et je pense que c'est important de les mentionner. La première, c'est que Lazar racontait une base secrète dans le désert du Nevada, liée à la zone 51, à une époque où le gouvernement niait catégoriquement l'existence même du lieu. Or, cette base existe bel et bien, on l'a vu. Et son existence a fini par être officiellement confirmée 24 ans plus tard.
Ce n'est évidemment pas une preuve qu'il y a des vaisseaux extraterrestres à l'intérieur. Mais ça veut dire que la partie décor de son histoire, une installation ultra compartimentée, desservie par des vols de navettes discrets depuis Las Vegas, correspondait à une réalité vérifiable et pas à un pur fantasme. La deuxième chose, c'est que sur le plan scientifique, ces affirmations n'ont jamais tenu la route face à des physiciens qui les ont analysées en détail. Un docteur en physique, David Morgan, a épluché point par point les explications techniques données par Lazar sur son fameux système de propulsion. Et sa conclusion est sans appel. Le scénario proposé violerait des pans entiers de la physique déjà bien établis. Et le discours de Lazar trahit, selon lui, une compréhension assez lacunaire de la matière. Voilà pour la balance. Un décor partiellement vérifiable, mais un cœur de témoignage, les diplômes, l'emploi, la physique, qui ne résistent pas à l'examen. Voici comment la légende a explosé. Une fois l'histoire de Lazar lancée, la zone 51 devient un aimant culturel. En décembre 2013, Barack Obama devient le premier président américain à prononcer publiquement l'expression « Zone 51 » lors d'une cérémonie au Kennedy Center. Et l'exemple le plus spectaculaire de cette popularité reste l'événement Storm Area 51 de l'été 2019. Un étudiant américain, Matty Roberts, crée pour le fun, pour s'amuser, un événement Facebook intitulé « Prenons d'assaut la zone 51 ». Ils ne peuvent pas tous nous arrêter. 2 millions de personnes indiquent vouloir y participer. Au final, seuls quelques milliers de curieux se déplacent réellement jusqu'à la petite ville de Rachel, dans le Nevada, pour un simple rassemblement festif, sans le moindre assaut. Laissez-moi maintenant vous donner mon avis. Alors, qu'est-ce que je retiens de tout ça ? D'abord, que la zone 51 est un cas absolument fascinant. Parce qu'on a cette fois, et c'est assez rare, la confirmation officielle d'un vrai secret d'État. Ce n'est pas une légende urbaine sans fondement, c'était réellement une base secrète, avec un programme d'espionnage réel, maintenu caché pendant des décennies pour des raisons stratégiques parfaitement rationnelles. Et c'est justement ça qui, je pense, explique tout le reste. Un vrai secret, entretenu pendant si longtemps, ça crée un vide. Et ce vide, l'imagination humaine le déteste. Notre imagination a horreur de ne pas savoir. Alors, qu'est-ce qu'elle fait ? Elle le remplit. Avec des lumières étranges qui sont en réalité un avion espion volant à une altitude jamais vue. Et il y a le témoignage aussi détaillé que celui de Bob Lazar, qui a l'immense avantage de donner enfin une explication complète, cohérente, en apparence, à ce vide-là. Sur Lazar lui-même, je vais être direct avec vous. Les faits vérifiables ne sont pas de son côté. Il n'y a pas de diplôme retrouvé. Il n'a pas eu de professeurs qui ont vraiment existé. Il n'y a pas de documents produits en 35 ans. C'est seulement une explication scientifique, jugée intenable par les physiciens qui l'ont étudiée sérieusement. Je ne dis pas qu'il ment forcément de mauvaise foi, mais je ne peux pas lire dans sa tête. Je pense qu'on doit distinguer deux choses. Le fait qu'un décor soit réel, la base existe, et le fait que le récit qu'on y superpose soit vrai. Le premier point est solide, le second ne l'est pas. Et c'est peut-être la leçon la plus importante de cet épisode. Un mensonge ou une erreur, ancré dans un cadre parfaitement réel, est infiniment plus convaincant qu'un mensonge inventé de toutes pièces. Ce qui me fascine, au fond, avec la zone 51, c'est qu'elle nous apprend quelque chose sur nous-mêmes plus que sur les extraterrestres. Face à un secret réel et prolongé, on préfère presque toujours une explication extraordinaire et complète à une absence de réponse. Même quand cette explication ne résiste pas à l'examen. Pour conclure sur la zone 51, voilà les faits. Une base militaire bien réelle. Un secret d'État qui a littéralement fabriqué des milliers de témoins d'OVNI de bonne foi. Et un homme, Bob Lazar, dont le témoignage a changé la portée culturelle du lieu pour toujours, sans jamais être corroboré sur ses points centraux. Si ce sujet vous a plu,
Dites-le moi, j'ai plein d'autres lieux du genre en tête. Des zones grises, où le vrai secret et la légende populaire se retrouvent mélangés au point qu'on a du mal à les différencier ou les séparer. Merci de m'avoir écouté. Restez curieux, gardez l'esprit critique, et à la prochaine au coin du feu sur Faisons-nous peur. Affreusement vôtre, la ruse.